Pour commencer, j'ai envie de souligner que s'il y a une prise de conscience tout à fait admirable sur la question climatique, je pense que le déclin de la biodiversité reste sur le bord du chemin, alors qu'il s'agit d'un dossier tout aussi urgent. Tout est lié. Et pour illustrer ça, j'ai envie, pour commencer, de vous lire un texte admirable. On part outre-Atlantique, on est en 1854, et le chef indien Seattle de la tribu des Suquamish est approché par les Blancs qui lui expliquent qu'ils vont conduire sa tribu dans un autre endroit et qu'ils vont prendre les terres des Suquamish. Et le chef indien va faire un discours admirable qui s'adresse évidemment aux siens, mais également aux Blancs de l'époque. Et j'ai l'impression qu'il nous parle aussi à nous en ce début du XXIe siècle. Et voilà ce qu'il dit. Le grand chef de Washington nous a fait part de son désir d'acheter notre terre. Nous allons considérer son offre car nous savons que si nous ne vendons pas, l'homme blanc va venir avec ses fusils et va prendre notre terre. Mais peut-on acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre ? Étrange idée pour nous. Si nous ne sommes pas propriétaires de la fraîcheur de l'air, ni du miroitement de l'eau, comment pouvez-vous nous l'acheter ? Le moindre recoin de cette terre est sacré pour mon peuple. Chaque aiguille de pin luisante, chaque grève sablonneuse, chaque écharpe de brume dans le bois noir, chaque clairière, le bourdonnement des insectes, tout cela est sacré dans la mémoire et la vie de mon peuple. La sève qui coule dans les arbres porte le souvenir de l'homme rouge. L'air est précieux à l'homme rouge car toute chose partage le même souffle. Les bêtes, les arbres, l'homme, tous participent du même souffle. Je suis un sauvage et je ne comprends pas les autres usages. J'ai vu 1000 buffles pourrir sur la prairie, abandonnés par l'homme blanc qui les avait abattus d'un train en marche. Je suis un sauvage qui ne comprend pas que le cheval de fer fumant puisse être plus important que le buffle, lui, que nous ne tuons que pour rester en vie. Qu'est-ce que l'homme sans les bêtes ? Si toutes les bêtes disparaissent, l'homme mourra d'une grande solitude de l'esprit, car tout ce qui arrive aux bêtes ne tarde pas à arriver à l'homme. Toutes choses sont liées. Nous le savons, la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre, nous le savons. Toutes choses sont liées comme par le sang qui unit une même famille. Toutes choses sont liées. Tout ce qui arrive à la terre arrive au fils de la terre. L'homme n'a pas tissé la toile de la vie. Il n'est qu'un fil du tissu. Tout ce qu'il fait à la toile, il le fait à lui-même. La terre est précieuse et qui porte atteinte à la terre couvre son créateur de mépris. Où est passé le fourré, disparu ? Où est l'aigle ? Il n'est plus. Qu'est-ce que dira Dieu au poney agile et à la chasse ? Mais c'est finir de vivre pour commencer à se mettre à survivre. Lorsque le dernier homme rouge aura disparu de cette terre et que son souvenir ne sera plus que l'ombre d'un nuage glissant sur les prairies, ces rives et ces forêts abriteront encore les esprits de mon peuple, car ils aiment cette terre comme le nouveau-né aime le battement du cœur de sa mère. Et si tel invite les Blancs à garder cette terre dans de bonnes conditions. Alors voilà, maintenant au XXIe siècle, où en sommes-nous ? La première réflexion qui me vient, c'est qu'on parle beaucoup de biodiversité, mais d'où elle vient cette biodiversité ? C'est un mot qui est arrivé, on va dire, dans les années 80, et elle s'est imposée lors du sommet de la Terre à Rio en 92. Pour nous, les associations, on a eu un clivage à propos de ce mot. Certains le trouvaient trop... il n'exprimait rien, alors que la nature qu'on employait avant était porteuse du réveil des sens. Il fallait observer, toucher, goûter. C'était ça, la nature. La biodiversité, ça avait quelque chose de crédible, de nouveau, de scientifique. Alors finalement, ça a été adopté.
Mais qu'est-ce qu'on sait de la biodiversité aujourd'hui? Si je fais un retour en arrière, on peut considérer que la planète est apparue il y a 4,5 milliards d'années. 3 milliards d'années plus tard, la vie apparaît dans les océans, peut-être les profondeurs, en tout cas en surface. Je ne sais pas si ça vous fait comme à moi, mais ce sont des chiffres qui donnent le vertige et qui n'expliquent pas vraiment la dimension de cette prodigieuse saga. Alors il y a un Américain, un scientifique, qui a une idée géniale. Il a imaginé que tout se passait en 7 jours d'une semaine. Tout commence donc le lundi à 0 heure, il y a 4,5 milliards d'années. La vie, 1 milliard d'années plus tard, apparaît le mercredi à midi. On va passer tout de suite aux dinosaures. Et là, on est le dimanche après-midi à 16 heures. À 19 heures, ils disparaissent. Notre ancêtre, on va dire Lucie, 3-4 millions d'années, c'est le dimanche à minuit moins 3 minutes. Le Christ, c'est le dimanche à minuit moins 1/4 de seconde. Et la révolution industrielle, 20e siècle, on va dire, c'est le dimanche à minuit moins 1/40e de seconde. En 1/40e de seconde, on est devenus les maîtres de cette planète. Alors qu'est-ce qu'on a fait de cette biodiversité? On a un bilan aujourd'hui. On peut dire globalement, d'abord on a flirté avec Mars, marché sur la Lune, mais on ne sait toujours pas combien il y a d'espèces identifiables sur la planète. On s'en tient à 8 millions, on pense qu'il peut y en avoir 10, même 30 millions. Mais sur les 8 millions d'espèces actuellement identifiées et référencées, il y en a 1 million d'entre elles qui sont déjà en voie de disparition ou menacées. Je vais vous donner un seul exemple. Je vais prendre les mammifères. Les mammifères actuellement, au moment où on se parle, vous avez 67% des mammifères qui vivent sur la planète qui sont le bétail de l'homme. Les ovins, les caprins, les porcins, etc. C'est le bétail de l'homme. 30%, c'est nous, les bipèdes. Vous faites le calcul, ça fait 97% des mammifères vivant actuellement sur la planète, c'est l'homme et son bétail. Il reste 3% d'animaux sauvages, de mammifères sauvages, entre l'écureuil et la baleine bleue. On pourrait faire une démonstration analogue avec les oiseaux, où il y a à peu près 30% d'oiseaux sauvages contre tout le reste, des volailles, le plus souvent conservées dans des conditions odieuses. Alors, quelles sont les causes de ce déclin? On les connaît, les causes. La première cause qui est décrite par l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour le climat, c'est cette plateforme de scientifiques qui nous indique que c'est l'agriculture intensive avec son cortège chimique qui conduit au déclin de la biodiversité en Amérique du Sud avec la déforestation et les plantations de soja, en Asie du Sud-Est avec les palmiers à huile, ou même chez nous avec des déserts verts d'une agriculture intensive. Et puis il y a l'artificialisation. Chez nous, par exemple, on n'a pas loin de 30 000 hectares de béton et d'asphalte qui vont ronger les espaces naturels ou agricoles chaque année. Il y a les espèces invasives. Et puis, il y a la question climatique. Alors, on en parle beaucoup du climat, mais le climat a aussi un effet sur les animaux, que ce soit les animaux du reste ou les végétaux. Au sud de Toulouse, il y a un laboratoire admirable du CNRS qui travaille sur l'impact du réchauffement climatique sur les espèces, la faune sauvage et également sur les animaux cavernicoles. Ils ont constitué des petites volières, ce n'est pas du grillage, mais une forme de tissu dans lesquels, alors il y en a une dizaine reliées par des corridors entre elles, dans lesquels ils peuvent maintenir des températures ou augmenter. Et ils ont lâché une série d'animaux, qui sont des escargots, des papillons et des lézards vivipares. Et que nous disent ces lézards vivipares? Eh bien, quand ils sont retrouvés avec 2 degrés de plus, ils ont commencé par échanger entre eux, ce qui est fascinant, pour adopter une stratégie. Alors, un lézard vivipare, ça se
parlent pas comme vous et moi, c'est par des échanges olfactifs qui communiquent, mais ça marche. Et certains d'entre eux ont décidé d'aller à la fraîche, et d'autres, au contraire, de s'accommoder des 2 degrés, d'autres enfin qui faisaient la navette entre les deux. Alors la première chose qui est frappante, c'est que des êtres vivants qui vont se réunir, qui vont échanger pour adopter une stratégie, mais ils plantent les racines d'une culture. On ne peut pas traiter la faune sauvage comme n'importe quoi, comme des quotas, comme des blocs d'animaux. Ce sont des individus qui ressentent des choses et qui ont, encore une fois, pour le cas de figure, des stratégies. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ceux qui ont accepté les 2 degrés ont eu une accélération de leur activité. Et tandis qu'en principe, ils ont la maturité sexuelle à 2 ans, dès la première année, ils étaient capables de se reproduire. A priori, on peut trouver ça bien. En vérité, c'est qu'ils vont se fatiguer. Et quand j'ai dit aux scientifiques, mais donc on va avoir plus de jeunes puisqu'ils se reproduisent plus tôt, non, parce qu'ils vont mourir plus tôt également. Et on constate que la mortalité n'est pas compensée par la natalité. En clair, un exemple simple, en théorie, le lézard vivipare disparaîtra s'il y a 2 degrés de plus. Alors, certains iront peut-être se cacher dans une anfractuosité, que sais-je encore, il y a peut-être une forme d'adaptation. Mais je prends les tortues qui pondent en général autour de 28 degrés, dans des sols de 28 degrés. Quand c'est au-dessus, la chaleur est plus forte, ce sont des femelles qui vont naître. En dessous, ce sont des mâles. Dès lors qu'il y aura 2 degrés de plus, il y aura des femelles. Donc on voit bien l'impact du réchauffement climatique sur cette biodiversité. Je voudrais ajouter aussi qu'on ne peut pas s'intéresser à la biodiversité, aux vivants qui nous entourent, sans tenir compte de la condition animale qu'on impose à beaucoup d'entre eux, l'essentiel des animaux qui vivent sur cette planète et qui sont traités, mais de façon inqualifiable. Les élevages de lapins, où vous avez un quart des lapins qui vont mourir avant d'atteindre l'âge de 2 mois, moment où on les envoie à l'abattoir. Les transports d'animaux par des cagnasses surréalistes, même s'il y a des réglementations qui sont dérisoires par rapport à la réalité vécue. Non, nous ne pouvons pas continuer à maltraiter les animaux de cette manière. Tout participe de la même démarche. Voilà, alors j'invite les uns et les autres à agir et on se dit, moi, comment je fais ? Je n'ai pas une caméra comme ici, comment je fais ? J'invite à faire des choix politiques judicieux, surtout à adhérer à des associations de protection de la nature. Elles sont nombreuses en France, elles sont admirables, et plus on est nombreux, plus on sera reconnu par les pouvoirs publics, par les décideurs. Donc voilà, on a vraiment une urgence, c'est un potentiel formidable qui s'ouvre à nous parce que, on l'a vu quand il y a eu le Covid, chacun a découvert la valeur du chant de l'oiseau, la valeur du silence, la beauté des arbres. Tout ça est à notre portée. Il ne s'agit pas d'empêcher la société d'évoluer, de se développer, de vivre le mieux possible. Non, il s'agit d'aller à ce qui nous fait palpiter le cœur, c'est-à-dire le maintien de la vie autour de nous. Et puis pour conclure, il y a un mec que j'aime bien, c'est Einstein. Il disait le monde n'est pas tant dangereux à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire. Aujourd'hui, on regarde, on n'a plus le droit de laisser faire.